Ok, eh ben, merci. Du coup, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Thomas. Je suis coach agile. Je suis indépendant. J'ai bossé pas mal dans la partie gestion de projet, directeur de programme, product owner, product manager. Et puis après, bah, je suis passé coach agile. Et là, je travaille. Enfin, j'ai bossé pour des entreprises comme Leroy Merlin. Là, je bosse chez Decathlon, Boulanger, Société Générale. Enfin voilà, j'ai un peu bossé dans la région Nord-Pas-de-Calais. Je suis installé à Villeneuve-d'Ascq. Voilà, un peu pour faire le tour. Et là, je vais vous parler de Org Topologies. Donc j'ai un truc que j'aime bien faire, c'est prendre des photos de trucs et, d'organisations qui sont un peu alambiquées et qui donnent lieu des fois à à des trucs un peu bizarres. Donc là, je commence, c'est dans une photo dans un centre commercial. J'aime bien illustrer la loi de Conway en mode, bah, en fait, voilà, si je pense que si on n'a pas une bonne orga, les produits ou les projets qu'on va faire auront des chances de se risquer. Donc là, ce que vous voyez, c'est donc une porte qui donne sur rien. Et donc les gens se sont dit, bon, c'est quand même un peu dangereux, donc on va mettre du scotch et on va condamner la porte avec du scotch. C'était dans une galerie commerçante. Donc voilà, j'ai cette conviction-là. Là, ici, on est au stade de foot, on est à un match LOSC contre Lens. Et donc, vous voyez que bah, du coup, ils ont exécuté un projet. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas bien coordonné, il y a une mauvaise organisation, ce qui fait qu'en fait, il y a une des banderoles qui a été déroulée dans le bon sens et une qui a été déroulée dans le mauvais sens. Donc, ce que je dis, voilà, si vous avez une mauvaise organisation, vous n'êtes pas, enfin voilà, ça nuit à vos produits. Et vous aurez parfois vous allez passer une mauvaise expérience. Donc c'est des exemples comme ça. Mais je suis sûr que vous en avez déjà vu plein. Moi en fait j'aime bien les prendre en photo. Je trouve ça rigolo de voir un peu. Et des fois on se dit voilà, ça nous fait réfléchir parce qu'on dit ah ben voilà, c'est comme ça qu'ils ont dû s'organiser. Donc là ici on imagine qu'il y a eu quatre coordinateurs ou cinq coordinateurs qui ont dit go, on déroule la banderole. Et il y en a quatre qui se sont dit on la déroule dans le sens comme ça, et il y en a un qui a dû se dire, il n'a pas écouté, donc du coup, il a déroulé dans l'autre sens, et voilà comment on va retrouver avec une banderole qui est à l'inverse des autres. Euh, c'est une Ils conviction, avaient décidé et... de faire du racisme aussi. Pardon? Ils avaient décidé de faire du racisme, j'ai vu qu'ils l'avaient barré. Et du coup, ouais, c'est ça. C'est l'idée, c'est de dire, bon voilà, une organisation est un véhicule et les organisations sont parfaitement designées pour obtenir les résultats rapidement. Et du coup, je vous poserai la question, à votre avis, pourquoi, pour quelles raisons a-t-on inventé un tel véhicule et quelles seraient, selon vous, ses principales caractéristiques? Allez-y, c'est à vous. Vous pouvez démuter vos micros. Pourquoi? Vous mettre dans le chat. Et Laurence, c'est à l'avis sur le chat. Moi, je vois pas, j'arrive pas. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on invente de tels... Alors, on nous dit l'industrie minière Ouais, pour faire c'est une excavatrice, c'est ça? C'est pas ça? c'est ça. Ouais. Les caractéristiques, ouais, c'est ça. Et du coup, Ouais. effectivement, ce qu'on en attend, c'est de pouvoir emporter un maximum de choses dans une benne. Donc voilà, c'est en gros pour ça. À contrario, pour quelle raison a-t-on inventé un tel véhicule et quelles sont les principales caractéristiques de ce type de véhicule? Pour arriver le premier sur un Ouais, circuit. vitesse. Vitesse. Yes. Pour de très gros Lego. Ah oui, ça c'était celui de tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, si on a besoin de transporter des très gros Lego, Simon effectivement. Jaillet, se faire peur. Ça c'est pour la Formule 1, du coup, c'est pas le gros camion de tout à l'heure, Se j'imagine. faire peur, ouais, effectivement. Ouais, ok, effectivement, donc c'est ça, l'idée, c'est de dire, ok, une organisation, c'est un véhicule, et en fait, c'est un des partis pris de Orthopologies, c'est de dire, en fait, ils se basent sur un modèle que vous connaissez sans doute, le modèle de Galbraith, qu'ils ont un peu simplifié. L'idée, c'est de dire que, voilà, souvent, voilà, il y a la composante d'une organisation, il y a la stratégie, le design d'organisation, la structure, les personnes, les récompenses, les process, qui induisent des comportements, qui induisent une culture et une performance. Et souvent, les coachs agiles, ils sont souvent localisés sur les process
parce qu'on nous dit, voilà, vous allez intervenir dans les équipes. Un peu sur les personnes, parce qu'on dit, voilà, on va changer peut-être un peu le mindset ou le comportement, entre comportement et une personne. Donc, nous, on intervient surtout quand on fait du coaching agile, on nous laisse, enfin, on nous autorise à nous concentrer sur la partie process et sur la partie, parfois, un peu sur la partie personne, jamais sur la stratégie qui, on va être clair, bah voilà, est du ressort des dirigeants. Sur les récompenses non plus, parce qu'en général, c'est le domaine un peu réservé des RH qui, voilà, quel salaire, quel bonus on va vous donner, comment on va mesurer la performance et comment on va vous récompenser. Et on n'est pas sur la structure. Et un des partis pris de Octopolis, c'est de dire, bah, est-ce qu'on n'aurait pas quand même intérêt, est-ce que ce serait pas vraiment utile et vraiment indispensable de pouvoir travailler sur la partie structure, puisque si on regarde bien, une organisation, si on regarde le modèle à droite un peu simplifié, une organisation, elle a des objectifs business. Une organisation, c'est un but. Et donc, de ce but, bah, il y a un design organisationnel qui est fait où on va commencer à se dire, bah, tiens, on va faire des choix. Et de ce design, des notes, des capacités d'organisation, une culture, une performance. N'hésitez Le, pas à m'interrompre si vous voulez le point commenter intéressant ou vas-y, de, vraiment. ouais, le point intéressant de ce modèle, du point de vue des coachs agiles, c'est effectivement, comme tu l'as dit, on rentre par le process. Euh, et comme on a du mal, à un moment donné, on dit oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas la bonne culture. Sauf que la C'est- culture, c'est un outcome, c'est un résultat de tout ça. ouais, Et ça ne peut pas être un levier, puisque c'est un résultat ouais. attendu. Et donc, effectivement, faut qu'on arrive à intervenir dans les autres dimensions de l'entreprise. En fait, c'est ça qui veut dire, parce que toutes ces dimensions doivent être alignées, c'est les interactions dans le modèle, hein, c'est les petits traits noirs. Et donc, ça, on ne sait pas encore le faire, donc il faut qu'on y arrive. Yes. Tout à fait. Donc du coup, ouais, effectivement, si on dit voilà, un design d'organisation, c'est un véhicule qui nous permet de concrétiser des objectifs, bah, il est intéressant de se poser la question de bah, comment on va construire le véhicule. Et du coup, d'où la métaphore camion versus Formule 1. Selon les buts qu'on a, on va pas concevoir et on va pas avoir le même véhicule selon les buts qu'on va se fixer. Et du coup, il y a une chaîne un peu logique. On part d'une organisation qui existe pour une raison. Du coup, on définit des buts organisationnels, des résultats organisationnels qui sont à atteindre par le design. Et après, bah, du coup, le design, c'est vraiment ce véhicule qui permet de concrétiser ces objectifs. Donc, c'est pour ça que à un moment, il faut quand même qu'on puisse se poser les bonnes questions et c'est d'intervenir au bon niveau. Voilà, est-ce qu'on est en capacité de travailler sur cette structure versus bah, si on reste au niveau process équipe, on n'atteint pas les niveaux qui vont faire bouger les choses dans le bon sens. Donc souvent, en fait, ça c'est plutôt un parti pris, une conviction, c'est quand on me dit, bah tiens, quand on pose la question à des coachs, bah tiens, qu'est-ce que vous feriez si on vous posait la question d'un changement organisationnel, bah, on voit souvent des personnes qui sortent des modèles. Alors voilà, il y en a certains que vous connaissez, d'autres que vous connaissez pas, et c'est souvent un peu le truc, c'est OK, on veut changer, et donc on a assisté, on a vu beaucoup de changements de transformation organisationnelle qui avaient été vendus, packagés, si on regarde un peu, bah, la majorité d'entre nous, bah, c'est du safe. On se retrouve avec un changement organisationnel, on s'est dit on va faire une transfo agile et puis bah voilà, on finit avec du safe. On a la partie laisse, on dit bah voilà, ça c'est peut-être, j'aurais bien aimé tester, mais on ne m'a jamais laissé tester. Le truc unfix, bah j'en ai jamais entendu parler. Et puis ah bah oui, on aurait pu s'inspirer de ça, mais en fait on les a pas lus ces livres-là. En fait, c'est vraiment un constat de dire voilà, quand on parle et quand on discute avec des coachs agiles et on dit bah tiens, ok, alors vous voudriez intervenir sur la structure quand on les laisse s'exprimer, souvent, ce qu'on a tendance à dégainer, c'est un peu ces modèles-là, parce que bah on prend ce qui existe et puis on essaie de choisir ce truc-là, ou alors on nous l'a prévendu, on nous l'a imposé, et du coup on se retrouve avec un changement structurel ou organisationnel qui est un peu drivé et donc, nous, on en hérite et on se dit, bon, bah voilà, maintenant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, moi, en tant que coach agile ou agent du changement, pour pouvoir travailler sur la structure organisationnelle. Et du coup,
ces modèles-là, ils posent pas vraiment la question de ouais, mais où en est l'entreprise et où est-ce qu'elle va? C'est vraiment, vous prenez souvent la démarche, elle est assez. Soit vous héritez d'un modèle qui a été choisi par quelqu'un d'autre que vous, parce qu'un cabinet de consultants a dit ah bah c'est ça qu'il faut prendre, et du coup vous bah vous héritez de ce modèle-là. Pour autant, en fait, ce modèle-là, il a jamais posé, ou on s'est pas posé la question de ouais, mais on n'a pas fait forcément de diagnostic. Vous, quand vous arrivez dans l'entreprise, on vous a jamais posé la question de ok. Quel est le diagnostic? Quel diagnostic vous pouvez poser sur l'organisation? On parle d'animation des équipes, on parle de, OK, je voudrais que vous travaillez à l'agilité à l'échelle dans un modèle qui est prédéfini. Et ça, le pendant de ces modèles-là ne donne pas forcément la direction et ni l'endroit où on se situe. Donc ça, c'est un premier constat, c'est par rapport à ces modèles-là. Et moi, c'était un des manques que j'avais et c'était une interrogation. Je me disais, mais en fait, on s'est jamais posé la question, on n'a jamais vu de carte où on dit, tiens, bah, comment on pourrait essayer de diagnostiquer et se poser la question de où est-ce qu'on veut aller en termes de design organisationnel. La deuxième retour d'expérience, et moi j'ai vu beaucoup, c'est quand on me posait la question de où on en est de l'agilité, souvent pareil, on avait tendance à dégainer le maturity assessment. On dit ok, bah si on doit savoir où on en est de l'agilité, bah on fait passer à toutes les équipes un assessment et on met des notes. Alors toi tu as 5, toi tu as 4 et ça ressemble un peu à après on a un comparatif. On dit bah tiens telle équipe elle a 4, telle équipe elle a 5, mais c'est en gros la réponse que moi j'ai vue assez souvent à où est-ce qu'on en est de l'agilité. C'est un peu l'attendu quand vous intervenez. Moi, ça m'est arrivé d'avoir dit, bah, OK, si tu pouvais commencer ta mission par faire un assessment des équipes. Et donc ça, c'est l'outil qu'on dégaine assez souvent en disant, OK, bah, je vais faire un assessment et à la fin, j'aurai des équipes qui ont 4 sur 5, 3 sur 5. Mais encore une fois, ça, je trouvais, moi, quand je travaillais dans cette organisation, je me disais, mais c'est dommage parce que ça nous donne une note, mais ça nous répond toujours pas à la question de ouais, mais où est-ce qu'on veut aller en fait? On est à 4 sur 5, mais du coup, est-ce que c'est intéressant de passer à 5 ou est-ce qu'on est bien à 4 sur 5? Et en fait, euh, moi, c'était une recherche de ce truc qui me manquait. C'est vraiment cet outillage, ce point de repère. Ok, où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on veut aller? Et c'était un truc, et je me disais, bah, ce serait quand même pas mal si un jour, quand on faisait de la transformation, on a une carte. Je me dis que c'est quand même un truc qui existe depuis un certain temps et qui répond à des besoins, pas dire fondamentaux, mais le fait d'avoir la carte, on l'a pour plein de choses. Et je me dis, ça serait quand même bien d'avoir une carte pour se repérer. Alors peut-être pas celle-là, mais ce que je veux dire par là aussi, c'est que même le premier bouquin de science-fiction ou de fantasy venu, il a une carte. Je sais pas si vous êtes fan de littérature fantastique, mais en général, un monde de fantasy bien connu, il a sa carte. Et nous, on travaille sur des trucs hyper compliqués comme du design d'organisation et on n'a pas d'outil de carte. Et donc, je me disais, c'est quand même un peu bizarre. Bon, alors du coup, celle-là, elle est très connue, mais c'est quand même dommage de ne pas avoir de carte. Et là, avec Octopology, moi, c'est vraiment ça que je veux vous partager. C'est, moi, j'ai trouvé en fait cet outil-là, cette carte. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah là, effectivement, il y a quelque chose à faire. Donc ça, c'était traduit. Donc c'est un modèle qui a été inventé par Roland Flem et Alexei Krivsky. Donc Roland, il est hollandais et Alexei, il est ukrainien. Et donc, quand j'ai pu assister à leur formation, c'est le premier truc, enfin, c'est d'abord ça qui m'a attiré, c'est cette idée de carte, de pouvoir poser une carte poser une carte de l'organisation et d'avoir un visuel sur lequel je puisse me repérer et me dire, OK, ah ben voilà, nous on est là, cette équipe-là, elle en est là, ou ce groupe de personnes, il en est là. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressé, et ça qui m'a dit, bah tiens, enfin qui m'a amené à partir en session de formation avec eux et pouvoir suivre le training de Org Topologies. Et du coup, c'est ça voilà, que je voudrais vous partager, c'est un peu qu'on puisse regarder ensemble ce que c'est que Org Topologies. C'est ce que j'appelle moi le Google Map de la transformation, c'est cet outillage. Et comment vous pourriez vous l'utiliser
dans vos accompagnements ou dans vos missions. Donc c'est une carte et donc il y a avec deux axes. Un axe qui parle plutôt d'un périmètre qui est plutôt orienté sur le travail produit et la profondeur en fait le niveau auquel on va intervenir en termes de job et la complétude des compétences d'une équipe. Donc on a on a à gauche des gens qui sont en général des personnes qui sont solo. Donc, on passe donc tout à gauche, vous avez des gens qui sont travailleurs monocompétences. Donc, dans les organisations, il arrive qu'il y ait des gens, ils sont solo, et vous les voyez parce qu'en général, ils ont un bureau avec une porte qui est fermée, et ils travaillent, ils sont tout seuls, et donc c'est des gens qui s'ils travaillent en solo. À droite, au contraire, vous avez des équipes qui sont multi-compétences et là, on a vraiment l'objectif, c'est de pouvoir donner l'exhaustivité des compétences à un groupe de personnes. Donc, dans une organisation, il y a toute une gamme de dimensions entre la personne qui est toute seule et qui travaille toute seule dans un bureau et l'équipe qui est multi-compétences. Donc, quand on va travailler avec orthopologie, on va chercher d'abord à savoir, est-ce que on a affaire à des gens qui sont solo ou est-ce qu'on a affaire à des gens qui travaillent en équipe? Et en fait, quand vous constatez la première vague de transformation dans l'agilité, souvent, elle a consisté à rassembler des gens qui étaient un peu isolés et les mettre dans une équipe multicompétences. Les premières transfo agiles, c'était plutôt concentré là-dessus en mode, ah, tiens, est-ce qu'on peut pas regrouper des gens? Et ce serait quand même plus efficace si les gens qui bossaient ensemble sur un même truc pouvaient être localisés au même endroit et pouvoir échanger, travailler ensemble sur un sujet. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe de la vision de Octopologies, c'est de passer donc tout en bas, on a des gens qui sont focalisés sur les tâches. Donc encore une fois, ça peut être des individus comme des équipes multicompétences, mais leur niveau d'intervention, c'est à la tâche. Et tout en haut, on a une vision globale du produit. Et entre les deux, il y a toute une gamme, toute une palette. Donc, on passe fonctionnalité ou feature team, vision partielle du produit et vision globale du produit. Donc là, on imagine que le global du produit, vous embrassez la totalité d'un business. Et ça, ces deux axes vont nous permettre, avec les petites lettres, vont nous permettre de catégoriser des groupes de personnes ou des personnes dans une organisation et de les mapper. Et ça va nous permettre de nous poser la question de où on en est. Si on devait faire un diagnostic organisationnel, plutôt que de dire on va faire tel ou tel framework, on va adopter tel ou tel framework, on va plutôt se dire tiens, est-ce que on peut déjà faire un diagnostic de l'organisation? Pareil, plutôt que de faire des assessments à l'agilité, on pourrait aussi se dire est-ce que les équipes, elles sont plutôt orientées sur des tâches, sur des fonctionnalités ou sur des produits? Vous voyez? Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir cette carte. Donc là, on va voir si vous avez à peu près compris le concept. Je vais vous demander de positionner, je vais vous poser des questions et du coup, je vais vous demander de positionner des personnes sur la carte. Donc, par exemple, un responsable business, un directeur commercial qui travaille tout seul dans son bureau, lui, on l'identifiera comme étant un C0. C'est quelqu'un qui est travailleur monocompétence et il a une vision globale du produit. Il connaît, en fait, c'est quelqu'un, voilà, en général, il a un bureau isolé et il a une vision globale du produit. Donc, lui, on pourrait le positionner en tant que C1. Et ça va nous permettre d'identifier, de dire, OK, alors, on a positionné ce groupe de personnes ou cette personne-là dans la carte. Selon vous, un groupe d'architectes d'entreprise, où est-ce qu'on positionnerait? Dites-moi. D'architectes d'entreprise, vous les mettriez où? Moi, je le mettrais en C1. C'est un autre. Ça pourrait, ça pourrait être C1, ça pourrait être B1. On pourrait imaginer, si c'est un groupe d'architectes, il y en a qui sont peut-être plus moi je suis plus orienté, alors moi je suis architecte, mais côté supply, ou moi je suis architecte côté marketplace. Et donc on commence à avoir
une vision découpée peut-être un peu. Ou moi, je suis architecte, mais je travaille sur la partie assurance. En fait, si on a un groupe d'architectes, en général, ce qui se passe, c'est que les gens, ils peuvent pas tout embrasser. Et donc, du coup, ils ont tendance peut-être à se splitter ou à se donner des rôles et responsabilités. Donc, peut-être une vision partielle. Mais ils pourraient parfaitement avoir une vision globale Mais du produit parce ils embrassent la totalité du produit. en tant que groupe, Ouais, c'est ça. En tant que groupe, ils pourraient le faire. En tant qu'individu isolé, ils pourraient dire, OK, bah, bon, si on se met bout à bout, on sait faire la totale, mais chacun a un peu sa spécialité. Les créateurs d'une startup, vous les mettriez où? c'est trois. C'est trois. Ouais, correct, effectivement. Donc là, on imagine, on parle d'une équipe multi-compétences complète qui a une vision globale du produit. Donc là, on imagine la startup, ils sont quatre ou cinq et effectivement, bah, ils font tout. Ils ont une excellente vision du produit puisque bah, même quand le client n'est pas content, c'est sur leur téléphone que ça sonne. Donc c'est vraiment, voilà, c'est cette équipe-là qui a la vision complète. Une équipe de support qui résout des bugs, selon vous. David dit Y2. Moi, je serais sur Y1. Y1 ou Y2, alors on pourrait imaginer, David voilà, et David Cabot. yes, une équipe multi-compétences incomplète. Donc, on pourrait avoir des gens, Ouais, voilà, j'ai ils vu du sont bug, hein. support, ils sont assis, et ils n'ont pas toutes les compétences parce que des fois, ils n'ont pas accès à la console d'administration parce que, bah, en fait, ils font support niveau 1, 2 et pas le 3. Donc, ils n'ont pas toutes les compétences et des fois, on leur dit non, non, mais ça reste dans votre champ. Vous êtes focalisé sur des tâches, vous travaillez sur des tâches. C'est résoudre des bugs, l'entreprise considère que c'est une tâche, et du coup, cette équipe-là, elle a travaillé. La majorité des équipes agiles, vous la mettriez où? Vous les mettriez où? 3. À 2, à 3. Je le mettrais dans Bah les ouais, à pas de 2, deux. à 3. Et alors voilà, on pourrait avoir des équipes qui sont soit complètes, soit incomplètes. Il nous manque un testeur ou on n'a pas le UX designer, il est partagé, donc du coup on n'a pas toutes les compétences dans l'équipe. On pourrait avoir ouais, A2, A3, c'est vraiment une question de ouais, jusqu'où l'organisation a été pour dire bah, on crée des collectifs qui sont complets ou incomplets. Ça dépend en fait des moyens qu'a mis l'organisation pour créer ces fameuses équipes. Donc là, souvent, quand on parle de fonctionnalité, on dit feature, c'est voilà, vous avez la feature team classique, on peut la catégoriser en A2. Donc, du coup, ça nous dit, ok, voilà, ces gens-là sont plutôt là. Les experts métiers, enfin, un expert métier. Il est expert, mais métier. Mais trio, Alfred, il est qu'il sur du est A0 à 1. à David, 0, pareil, à moi, on est sur du 1, zéro. Ouais. ouais, ce expert métier pourrait avoir la vision. Lui, il est expert sur un sujet. Il a une vision partielle. Voilà, il se dit bah voilà, moi je suis expert assurance automobile, donc je travaille solo. Il a une vision partielle de la big picture de l'entreprise. Donc, en gros, après c'est plus, ça c'est un moyen, c'est un outil donc qui permet en fait de catégoriser et de lister les différentes personnes. Et on pourrait dire bah dans mon organisation les gens sont plutôt à 1 à 0. En fait, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a plutôt vous, votre capacité à faire un assessment de cette carte. Donc ça, voilà. Déjà, moi, en tous les cas, je sais pas vu, mais moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah bah voilà, un outil que je pourrais utiliser pour pouvoir représenter une organisation de façon un peu plus claire. Parce que ce que ça permet de faire, bah, ça permet, au travers de ça, de relier les petits points. Et donc, on peut voir, là, on commence à voir les schémas de communication, parce que du coup, comme on a une capacité de dire, bah, tel groupe, c'est un C0, A1, A2, on peut commencer à se dire, bah, tiens, l'organisation, elle est basée comme ça. Et là, vous comprenez que c'est un outil qui est indépendant d'un organigramme, mais c'est plutôt, on peut lister un peu les flux, comment tient l'information et comment le job
il circule. C'est-à-dire qu'on se dit, bah tiens, si on se dit de l'idée à la mise en production, comment ça se passe dans une entreprise? Si on part de l'idée et qu'on va jusqu'au cash, où est-ce qu'on est en capacité? Comment on peut définir les différents liens et les différents flux d'informations et comment ça se passe dans une organisation et où est-ce qu'on est localisé, où en sont chacune des équipes. Donc là, voilà, ça permet donc de cartographier, de mapper votre organisation. Et une fois que vous avez fait ça, bah, ce que ça va vous permettre de faire, c'est de vous poser des questions. C'est OK, on est là. Et maintenant, quel avantage? Si on dit, tiens, dans le cadre de cet exemple-là, on a un chef de projet e-commerce qui va parler à un analyste, qui va ensuite aller parler à un dev back, dev front et qui vont discuter. On va nous poser une question, c'est OK, si demain on décide de rapprocher ces personnes, donc l'analyste et les développeurs du client, c'est-à-dire que si on leur fait comprendre, on les fait passer du niveau tâche au niveau feature, au niveau business, qu'est-ce que ça nous rapporte? Qu'est-ce que ça donne, enfin, est-ce que c'est intéressant pour l'organisation de faire évoluer des personnes sur l'axe horizontal et leur faire toucher un peu plus le business. C'est souvent de dire, bah, est-ce que on a intérêt à ce que nos équipes connaissent mieux les problématiques de nos clients? Est-ce que c'est intéressant pour notre organisation? Est-ce que ça nous apporte quelque chose? Donc, ça, c'est une première question qu'on pourrait se poser. La deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça nous apporte quelque chose de renforcer la collaboration? Donc, vous voyez, en fait, avec ces deux axes, on peut poser un diagnostic en disant, bah, aujourd'hui, on en est là. Si demain, on venait à déplacer les gens, on venait à les regrouper et on venait à faire en sorte qu'ils soient plus près de nos clients, plus près des problématiques, donc on leur donnait les outils, les moyens, qu'est-ce que ça voudrait dire pour notre organisation? Et c'est à partir de ce moment-là, on peut vous dire, bah, là, on commence à avoir un terrain, ou du moins une représentation qui permet d'échanger, d'avoir des discussions. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que ce type d'outil est intéressant. Enfin, il suscite de l'intérêt parce que du coup, il permet de faire émerger des discussions. C'est-à-dire que tout le monde, quand vous travaillez, vous intervenez dans une organisation, les personnes qui en font partie, en général, savent à peu près comment se passent les interactions. Ah, pas toujours à 100%, mais il y en a beaucoup qui ont une connaissance. Le fait est que quand vous la matérialisez comme ça, vous commencez à avoir un terrain de discussion. On pourrait dire, bah, tiens, et si on rassemblait les personnes analystes et si on les mettait avec les devs, bah, qu'est-ce que ça nous apporterait? Et si on faisait en sorte que les gens travaillaient plus au niveau feature et si on leur confiait plutôt que de leur confier des tâches, on leur confiait des problématiques, qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que ça ferait émerger dans notre organisation? Et là, vous commencez à avoir des discussions sur OK, est-ce qu'on peut refaire le design de l'organisation? Est-ce qu'on peut modifier le design de notre organisation pour être plus efficace, euh, pouvoir livrer, enfin voilà. Donc vous pourriez avoir des buts organisationnels qui changent et donc votre design d'organisation, il pourrait aussi changer. Et vous, enfin, moi, en tous les cas, ce que j'ai constaté par expérience, c'est que le fait d'apporter ce genre de clé d'outils ou de manière de procéder, bah, ça résolvait, enfin, ça permettait d'avoir des discussions de manière beaucoup plus posée et beaucoup plus efficace que quand vous êtes assis avec, même avec des gens qui connaissent bien l'organisation et qui vont vous dire, voilà, tant qu'on n'a pas d'outils pour pouvoir échanger, bah, c'est beaucoup plus compliqué de se comprendre. Donc là, on partage cette clé de lecture, on partage cette grille, on se dit, OK, et maintenant, du coup, qu'est-ce que ça veut dire si on vient à changer? Donc ça, moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que ça suscitait des discussions, des échanges. Et je pense que certains managers avec qui j'ai pu travailler se disaient, bah, finalement, c'est vraiment, enfin, nous, ça nous a apporté des choses parce que autrement, on n'avait pas d'outils. En fait, je m'en suis rendu compte, j'ai fait plusieurs interventions en utilisant des outils de type Autopology ou Nfix, et je me rends compte souvent que les coachs agiles ne sont pas invités à ces discussions-là parce qu'on est persuadé, enfin, les personnes qui managent les organisations sont persuadées qu'elles n'ont rien à apporter parce que, bah, du coup, il n'y a pas, vous n'êtes pas invité à la table de ces ateliers-là parce que la conception d'un manager, c'est, bah, en fait, vous occupez des équipes. Donc, vous n'avez pas d'outils à leur apporter, vous n'avez pas de moyens à leur apporter. Et donc, comme vous leur apportez rien, bah, du coup, ils vous invitent pas. Par contre, si vous êtes en mesure de leur présenter des outils ou des moyens qui leur permettent de réfléchir au design d'organisation, bah, ils vous invitent parce qu'eux-mêmes n'en ont pas.
Et donc, je me suis rendu compte que c'était une bonne façon de pouvoir être invité à la table des discussions sur les structures organisationnelles. Donc, je vous renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le modèle de Galbraith. On parlait de ces structures de modèles. Et on pouvait se dire, bah tiens, c'est marrant. Enfin, moi, j'ai des gens qui m'ont dit, bah, finalement, c'était vachement bien que tu nous montres ça parce que, en fait, on avait ce problème-là. Mais comme on n'a pas d'outils et comme on n'a pas de moyens, bah, du coup, on échange, mais c'est un peu, voilà, à la cantonade et en fait, on n'est pas efficace. Là, ça permet d'être efficace. Et donc, comme vous nous octroyez des moyens qui permettent d'être plus efficaces, là, on vous invite. Et du coup, ça commence à devenir intéressant, puisque là, vous commencez à pouvoir entrer dans ces discussions-là qui autrefois vous étaient fermées ou qui étaient zone chasse-garde. Donc, ça permet effectivement de pouvoir se dire, bah, tiens, si on voulait projeter une cible, alors là, on serait en idéal, on dit, tiens, bah, on va remplacer nos équipes avec chef de projet, analyste, dev front, dev back, on va tous les mettre dans une seule et même équipe, et en fait, on va les rapprocher tellement près du client qu'en fait, on va ressembler à une startup. Donc, on pourrait avoir cette logique, de dire, OK, est-ce que c'est vraiment vers ça qu'on veut aller, ou alors est-ce que on va faire des steps un peu plus courts, des pas, voilà, on va pas faire des transformations organisationnelles aussi révolutionnaires parce que nous, c'est pas adapté. Nous, on va peut-être passer du A1 au B1 et ce sera déjà pas mal et ça va nous prendre déjà 6 mois. Parce qu'il faut imaginer que ce genre de changement structurel se fait définitivement pas sur des scénarios court terme. Il faut vraiment se dire, OK, un changement d'une équipe, d'une case vers une autre peut prendre entre 3 et 6 mois. Vous avez des gens qui vont signer des avenants à leur contrat, vous avez des déménagements qui vont avoir lieu, et du coup, c'est des choses qu'il faut. Là, on est vraiment dans du changement structurel, organisationnel. Donc, c'est des choses qui prennent du temps. Mais encore une fois, le fait d'avoir ces outils permet de visualiser un peu mieux que si on avait juste laissé, voilà, si on n'avait pas bossé avec ce type d'outillage. Je ne sais pas si vous avez des questions à propos de ça ou dites-moi. Est-ce qu'il y a des réflexions, remarques? Allez-y. Très clair. En tout cas, moi je découvre et je trouve ça effectivement super intéressant, simple, léger, consensuel pour à la fois, comme tu le dis, avoir une meilleure vue de où on est aujourd'hui, déclencher les Ouais. bonnes discussions, pouvoir simuler des scénarios, trouver des chemins pour y aller progressivement, peut-être même poursuivre le progrès en cours de route. Donc merci pour ça, déjà c'est super intéressant. De rien. Au début, ça fait un peu bataille navale. Ah ouais, on va des A1 qui vont passer en A0. Ok, d'accord. Mais finalement, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'après, tu obtiens une terminologie qui est un peu commune et les gens se disent, ah oui, alors donc, en fait, si on fait ça. Et en fait, bon, après, il y a aussi un moment où les gens disent, bon, attendez, il faut qu'on se mette d'accord. C'est quoi B1? Alors, le B1, ce serait l'équipe là. Et en fait, on commence à imaginer, enfin, vous voyez les gens qui commencent à raccrocher leur orga avec les typologies. Et là, vous dites, OK, ils sont rentrés dedans et je commence un peu à aller, enfin, voilà, ils ont compris, ils ont pigé le truc. Honnêtement, il faut pas longtemps pour que les gens s'approprient le modèle qui est assez facile d'utilisation. J'ai Vas-y, une, vas-y. j'ai une question. Euh, à quel niveau tu le regardes? Parce que si tu fais un zoom dans une équipe, tout le monde est individuel. Si tu regardes au Ouais. niveau de l'entreprise, c'est une même équipe qui s'intéresse. Tu es en C3 forcément quand tu regardes depuis Ouais. l'entreprise. Donc, Ouais. à quel niveau tu l'actionnes? Moi, en général, ce genre de sujet, c'est plutôt pour, je dirais, une direction, sous-direction. Ça représente, en général, les modélisations que je fais avec cet outil-là, on va dire, c'est entre 100 et 150 personnes réparties dans une 10-15 équipes. C'est à peu près. Après, au-delà, ça commence à devenir vraiment. Enfin, on ne voit plus rien en fait dans la structure. Et en général, les missions qui m'ont en tous les cas été confiées concernaient des organisations qui représentaient voilà entre 100 et 150 personnes. Ok. C'est une business unit, un département ou quelque Ouais, chose. Ouais. c'est ça. Voilà, ouais, c'est ouais, à peu près ouais, direction business unit. Voilà, tout à fait. Ok. Si vous êtes OK, je passe à. Bah, du coup, je vais vous relater un cas. Alors, du coup, je le nommerai pas, mais du coup, je vais vous relater un peu un cas, enfin, un sujet sur lequel moi, j'ai pu intervenir. Donc, je vais vous raconter un peu comment ça se passait chez le client et du coup, je vous explique aussi, enfin, en même temps, je vous montrerai en parallèle comment je l'avais modélisé. Donc,
quand j'arrive chez ce client, ils ont donc une personne, Laurine, qui est business owner, elle est donc C0, et elle dit, voilà, en général, dans cette entreprise, quand Laurine va voir les partenaires lui disent, ah bon, on veut ça, ça, ça et ça, et donc Laurine, elle dit, bah voilà, ok, j'ai signé. Et donc, elle a 3 mois pour mettre en prod le truc. Donc, Laurine, elle est business owner. Et le premier truc qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller voir Alexandre dans cette organisation. Alexandre, il est programme manager d'un marché dédié. Et donc, quand Laurine a des besoins dans cette organisation, elle va voir Alexandre et dit, bon, j'ai vu les partenaires, dans 3 mois, il faut ça. Ben, évidemment, elle a consulté personne avant pour savoir le délai. On a 3 mois pour faire ça. Et donc, le job de Alexandre, bah, c'est d'expliquer, voilà, de dire, bah, voilà, bah, je vais voir concrètement ce que je peux faire, le RIN, et puis je vais voir avec les équipes, et puis je vais voir combien ça va coûter. Donc, c'est une logique. Voilà, on a un programme manager. Donc, le programme manager, lui, il est en B1. Donc là, vous commencez à voir. Donc, on a cette personne qui est monocompétence et qui a une vision globale du produit. Elle est en mesure elle a des besoins, et pour répondre à ces besoins, elle va avoir un programme manager qui est B1, donc lui a une vision partielle, il est spécialisé dans un marché, et dans ce marché-là, c'est lui, entre guillemets, qui va structurer la demande et qui va cadrer la demande pour la transformer en quelque chose qu'il pourra confier à un product owner, puisque chez mon client, là où j'étais, donc il y avait le programme manager, et donc du coup, le programme manager parle au product owner qui est membre d'une équipe de product owner. Donc il y a un deuxième meeting de chez mon client. Donc du coup, c'est le meeting entre Alexandre et Emeline. Et donc Alexandre dit, bah voilà, j'ai vu Laurine qui m'a dit, voilà, on a besoin de ça, il lui faut pendant 3 mois. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que tu saurais me dire combien ça coûte et quand est-ce qu'on l'aura, quoi? Parce que du coup, moi, je sais pas dire. Donc, Emeline, qui elle est product owner, donc elle est product owner de un outil, elle dit, bah, je vais aller parler avec l'équipe agile, et du coup, elle va poser la question. Donc là, on a encore ce niveau. Donc, vous avez C0 qui parle à B1, qui parle à A1, et donc, bah, Emeline, elle est product owner, donc elle va voir l'équipe, et elle dit, bah voilà, bonjour l'équipe, bah, est-ce que vous sauriez me dire j'ai vu, le programme manager qui a vu les business owners et du coup qui m'a dit qu'il faudrait ça dans 6 mois. Est-ce qu'on sait le faire? Et du coup, comme elle parle agile, bah, du coup, elle traduit, parce qu'il y avait une notion de traduction moi, je vais pas vous demander quand est-ce qu'on va l'avoir, mais c'est combien ça vaut de story point et c'est dans quel sprint qu'on l'aura. Et donc, l'équipe répond, bah voilà, tu l'auras en gros dans 5 mois. Et comme l'équipe de dev, elle est incomplète, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le QA intégré dans l'équipe, elle va aussi poser la question à un QA qui est à côté, qui va lui répondre, et puis dire, bah, en gros, voilà, il y en a un pour un mois de testing. Et là, vous commencez à voir sur la carte la liste des interactions. Donc, encore une fois, on a le besoin C0 qui va avoir B1, qui va avoir A1, qui va avoir A2, A2 qui parle à Y1, et après, on remonte tout ça. Donc, on empile toutes ces discussions. Et là, vous avez l'organisation telle qu'elle est, enfin, un projet, un mode de projet qui est structuré comme ça. Et là, vous le voyez avec les interactions, et donc vous dites, OK, c'est comme ça qu'ils font les choses. Et donc, après quelques instants, bah, voilà, on imagine qu'il y a quelques mois, et donc le programme manager revient, elle dit, voilà, tada, c'est cadeau. Et je vous jure que c'est vrai, c'est arrivé. Vous avez quelqu'un, Laurine, qui dit, non, mais en fait, c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Pourquoi vous m'avez livré un truc pareil et on l'utilisera jamais? Donc, c'était un peu le pitch que la personne me racontait, me disant, bah voilà, on est un peu dans cette situation-là et on aimerait bien changer les choses. Et du coup, en fait, moi, j'avais un peu modélisé ça. Donc, je vous passe la passe par UX designer et équipe d'architectes. Mais en gros, la modélisation de l'organisation, c'était à peu près ça. Donc, vous aviez un business owner qui, en général, allait parler à son chef directeur de programme, qui allait parler à des PO qui étaient dans une équipe, qui allait parler à des équipes de dev, qui allait parler à une équipe de test. Et après, tout le monde remontait tout ça. Donc, vous avez la liste de toutes les interactions et donc vous vous dites, OK, bah, concrètement, on a mappé aujourd'hui la liste des organisations et comment ça se passe pour fabriquer un truc dans cette entreprise. Et donc voilà, je mappe ça et là, du coup, on se dit, OK, bah, là, c'est là où on en est. Bon, voilà, c'est le constat.
Maintenant, la question, c'est, OK, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution pour faire en sorte d'améliorer un peu tout ça, parce que du coup, le pitch, c'était, moi, j'avais des gens qui me disaient, bah voilà, on aimerait bien changer cet état de fait. Et du coup, bah, je vous pose la question à vous, hein, c'est pas pour rien que j'ai posé tout ce truc-là, c'est, bah, du coup, à ma place, vous auriez fait quoi, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Qu'est-ce que vous auriez proposé comme solution organisationnelle? Donc là, je vous ai remis le schéma avec C0 qui va voir B1. Alors des fois, le C0, il allait voir le PO direct, mais c'était pas autorisé, c'était un peu en mode shadow, et il allait quand même voir le PO pour voir si voilà. Donc il y avait des interactions entre C0 et P0, mais c'était parce que ça concernait pas forcément les projets. Mais la majorité des interactions, c'était C0 qui va voir B1, qui va voir A1, qui va voir A2, qui va parler à Y1, et après on remonte un peu tout ça. Et donc du coup, je vous pose la question, si vous aviez été à ma place, qu'est-ce que vous auriez pu proposer comme solution? Donc encore une fois, vous avez la possibilité de dire, bah tiens, on va rapprocher les gens et donc on va accélérer la collaboration. Donc euh, c'est l'axe horizontal. Et puis après, c'est OK, est-ce qu'on peut passer du mode fonctionnalité au mode j'ai une vision un peu plus haute du business pour faire en sorte d'avoir moins de décalage entre les gens qui sont business et les gens qui font et qui se disent voilà, bah en fait, ce que tu m'as fait, ça correspond pas du tout à ce que j'ai demandé. Donc, est-ce que vous auriez des propositions à faire à la communauté pour essayer de faire avancer ce client qui n'est pas un client fictif? Donc, tu veux qu'on fasse ton consulting, c'est ça? Et pour Bah, pas cher en écoute, plus. Pas qu'à il y a faire. pas. Les Américains disent il n'y a pas de repas gratuit. Donc, Moi, j'ai une question avant oui, qu'on bien essaye de sûr, tout à répondre. fait. Ouais, Euh, ouais. tu as du mode projet parce que c'est multi-produit. Oui, j'ai du mode projet parce que c'est du multiprojet. En fait, j'ai des multiples équipes de dev qui sont rattachées. Alors, il y a un pool de PO. Chaque PO a son outil dédié, mais ils sont regroupés dans une équipe de PO. C'est-à-dire qu'il y a des PO, mais historiquement, ils ne voulaient pas que les PO soient dans les équipes. Donc, il y a les PO. Et les PO, ils appartiennent au métier, et il y a les équipes de dev qui appartiennent à l'informatique. Ils n'ont pas les mêmes contrats de travail. Donc, effectivement, on a plein de projets et on a plein d'outils, non pas vraiment des produits, mais plutôt des outils. Et donc, le truc est géré en mode projet classique, mais avec des PO. Donc, Samuel, il propose de commencer à briser les barrières et évidemment de mettre des OKR. Donc, ça, sur les OKR, je ne peux pas dire non. Mais OK? pour briser les carrières, Samuel, les carrières, les barrières, Samuel, tu proposes de briser quelle barrière, justement? C'est ça le sens de la question de Thomas, je pense. Ou Et d'autres. on rapproche de qui? Donc, Alfred, toi, c'est trio, PO, dev test, hein. Voilà. Ouais, Ouais, le côté visibilité business, j'ai l'impression qu'il y a un grand écart. Ouais. ouais. Et surtout, si on est C'est-à-dire, en mode projet, si on est en organisation projet, effectivement, c'est en dessous que ça doit se regrouper. vas-y. Alors, je vois Marou qui lève la main. Ouais, Go merci. ahead. Euh, Moi, il me faut déjà une pré-étape, si tu veux. C'est euh, parce que l'idée pour moi, c'est de faire une espèce de slice. On part de C0 à Y1, en sachant que c'est pas des rôles, c'est pas des personnes, c'est le mode de fonctionnement. Pour ça, c'est un peu dur à bloquer dans ma tête. Mais la pré-étape que je dois faire, moi, c'est de me fixer déjà des mesures pour savoir est-ce que je progresse dans la bonne direction. Et là, je prendrai une slice dans le produit. Et je me dirais, voilà, quelle est ma mesure? Est-ce que c'est le delivery time? Est-ce que c'est le budget? Est-ce que je sais pas Ah, quoi? qu'est-ce qu'on veut améliorer, c'est ça? Ouais, ouais, voilà. C'est- En gros, Ah, OK. à quoi je reconnais, c'est pas forcément ce qu'on veut améliorer. Ça, c'est fait partie du groupe de métriques que je devrais me garder comme ça sur la carte pour ça. Mais c'est surtout comment je mesure le changement, enfin l'impact du changement que je vais introduire. Parce Ouais, que ouais, ouais, on a bonne l'impression, question. sur les agilistes, on est tellement
dedans que, en fait, des fois, on peut avoir des angles morts, en fait. On pense que ça va forcément s'améliorer parce que c'est la bonne pratique, mais, pardon? Vas-y, vas-y, Euh, vas-y. Ça, c'était la pré-étape, mais le but, en fait, pour moi, c'est que les gens qui travaillent dans le mode fonctionnement A2, Y1 puissent avoir une idée du mode de fonctionnement en C0 ou B1. C'est pour ça que je dois faire une slice du produit. Comme ça, ils comprendront les contraintes, les timelines, du mode projet, tout ça. En gros, il faut que je trouve une slice du produit. Pardon, de la business line, pardon, qui, et qui coupe dans le produit, qui coupe aussi dans ce que font les équipes. C'était effectivement c'était un des insights. Donc, tout le monde, en fait, le truc chez le client, les personnes étaient mécontentes. Donc, les gens qui étaient C0, parce qu'il y avait plusieurs C0, parce qu'il y avait plusieurs business, étaient mécontents parce qu'ils n'étaient pas forcément bien servis par des équipes qui ne comprenaient pas très bien ce que faisait le business, parce qu'en fait, elles les voyaient jamais. Donc, il y avait en fait, il y a eu cette notion de dire, OK, est-ce qu'on peut faire en sorte que les équipes se réapproprient un peu mieux ce qu'elles font et qu'on les transforme de bah, je fais des outils et je fais des user stories à bah, j'ai une meilleure compréhension du business. Donc, on commence effectivement à imaginer que des gens qui sont au niveau feature, ce serait bien qu'ils passent un peu au niveau business area, et c'est ce que tu évoques, je pense, en disant, voilà, on va découper peut-être, en se dire, est-ce qu'on peut redonner à une équipe, plutôt que de lui dire, bah, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça, est-ce qu'on peut me dire, bah, comprenez un peu mieux les problématiques, rapprochez-vous un peu des problématiques des clients pour pouvoir être plus pertinent dans ce que vous délivrez. Donc oui, effectivement, il y avait cette notion, cette envie de faire cranter les gens, de les faire passer au moins du niveau feature au niveau business. Il y a Christophe Concrètement, ouais, pardon, vas-y, Laurent. Vas-y. ouais, Christophe qui proposait deux actions en fait. D'un côté, regrouper archi, dev et test, et de l'autre, monter le PO plus proche du business. Oui, Euh, c'est effectivement ouais. Et en fait, et vous voyez, en fait, il y a ces axes-là et on se dit bon, qui on va rapprocher? Enfin, qu'est-ce qui est pertinent? Qu'est-ce qui est pertinent? Quelles sont les personnes qui sont pertinentes de rapprocher pour que la collaboration soit plus efficace? Donc, il y avait cette logique-là de dire bon, c'est pas possible. On avait des gens, des PO qui passaient, je crois, enfin, j'ai eu 3 jours par semaine en réunion, mais comme ils n'étaient pas à côté de leurs équipes, bah, quand ils voulaient voir leurs équipes, devaient organiser des réunions. Et donc on avait des réunions, on dit, bah, en fait, si on met les gens autour d'une table d'un même bench, bah, ça va quand même diminuer le nombre de réunions, puisque les gens, ils sont face à face et vont pouvoir discuter et dialoguer un peu plus vite. Donc, il y avait effectivement cette logique de dire, est-ce qu'on peut rapprocher les gens du métier, encore une fois, est-ce qu'on peut les rapprocher en termes de physiquement pour qu'elles puissent être collaborer plus facilement? Et ça se dit, Laurent? ouais, j'ai une autre question. Puisque tu as des équipes tu as plusieurs outils, hein, tu parlais d'outils. Donc chaque PO a un ou plusieurs outils, j'imagine, c'est ça l'idée. Ouais. Est-ce que les outils sont multi-business? Alors, pour être oui, il y avait des outils qui étaient partagés et donc ça donnait une logique un peu d'espèce de enablers parce qu'en fait tout le monde s'en servait. Donc il y avait des notions à faire entre des équipes qui étaient pures orientées de près sur un seul truc, un business, et il y avait des outils qui étaient plutôt partagés et donc il fallait qu'on ait des logiques d'enablers. Ouais, tout à fait. Parce que du coup, enfin, faut scinder les deux cas, parce que tu n'as pas la même organisation pour ceux qui sont multi-business et les autres qui sont mono-business, quoi. Ouais, tout à fait. Marou, Je voulais pas interrompre. Tu as terminé avec tout le chat? Non? Vas-y, vas-y. J'y vais alors. Je voulais continuer tout à l'heure. Concrètement, ce que je proposais, une façon de faire ce que je proposais pour faire ces slides-là, ça va dans la même direction que ce que discutait Laurent là tout de suite. Et c'est aussi la direction que mentionnait Thomas. Donc la contrainte d'avoir des chemins de communication assez courts, parce que sinon ça ne se cale pas. Parce que sinon ça va bloquer à un moment ou à un autre. Du coup, je comprends les boîtes qui veulent absolument qu'on soit au bureau et qu'on soit tous regroupés. Je comprends de ce point de vue-là, même si je déteste sortir de la maison. Mais concrètement, ce que je ferais, c'est que il faudrait idéalement qu'il y ait une espèce d'architecte
organisationnel pour la slice. Je sais pas comment on peut dire slice en français, mais espèce de euh, pas une coupure quoi dans la business line. Par exemple, pour la business line comptabilité dans la boîte pour produit de comptabilité interne, donc construit sur Salesforce. On va faire une coupure juste pour la partie amélioration de l'interface utilisateur pour ces marchés-là. Voilà, ça c'est ma coupure. Et après, l'architecte, ce qu'il va faire, c'est qu'il va organiser, c'est exactement ce que tu as dit, Thomas, des sessions de travail, les facilités aussi, mais qui incluent aussi les C0, les B1, A2 et Y2. Ces mecs-là, tu ne peux pas les avoir pour plus de 1 ou 2 heures par semaine. Donc, Mm. cet architecte, il faudra qu'il fasse vraiment le boulot de comprendre, au-delà du PO, mais vraiment l'interaction entre le business et le PO. En gros, et ce rôle-là peut être rempli aussi par une espèce de product manager ou par le PO lui-même s'il est très senior ou par n'importe qui. Mais voilà. Ouais. En résumé, réunion, colocation, si possible, mais surtout architecte Ouais. organisationnel. Et ça a été un boulot qu'on a fait, c'est-à-dire on a repris un peu l'ensemble de tous les outils et on s'est dit, parce que tu as la partie, faire un découpage comme ça par grande typologie d'outils, ça suppose, et confier les outils à des équipes, ça suppose que bah, les équipes, elles sont en mesure de l'intégrer. Il faut pas que tu aies des langages qui fasse faire le grand écart aux gens qui sont développeurs. Tu dois avoir quand même une certaine homogénéité dans la technologie qui est utilisée et tu dois veiller à la charge cognitive de tes équipes. C'est-à-dire que elles doivent pas avoir un périmètre qui est trop large parce que sinon on dit en fait c'est énorme et du coup si on veut confier une responsabilité à des groupes de 6 8 personnes, il faut qu'on puisse designer quelque chose qui soit homogène de façon technologique, mais aussi au niveau métier. C'est-à-dire qu'ils doivent pas avoir 5 clients pour une équipe et un seul client pour une autre. En fait, on doit avoir cette logique-là. Et donc, ça a été un boulot qui a été de dire, bah, on prend les outils et on dit, OK, est-ce qu'on peut réallouer ces responsabilités? Donc, il y avait à la fois une logique organisationnelle et il y avait aussi une logique de quel sujet on confie, enfin, quelle responsabilité en termes de fonctionnalité on confie à l'équipe. Et donc, oui, effectivement, ça a été un job qui a été fait. Alors, il n'a pas du tout été fait avec les C0 parce que les C0, ils s'en foutent et ils savent pas. Enfin, en tout cas, c'est pas leur métier. Par contre, effectivement, les architectes ont été très, très impliqués dans la partie, oui, effectivement, cet outil-là, ça nécessite ce langage-là. Et du coup, la problématique, elle est bien logée là. Et au niveau métier, on a du répondant là, là et là. Et en fait, on a un périmètre qui est pas trop lourd à gérer pour une équipe. Donc, quand on fait ce genre de job, il faut avoir aussi la logique organisationnelle, il faut avoir la logique de bah, qu'est-ce qu'on confie à qui, et est-ce que c'est une responsabilité qui est nécessaire et suffisante. Et pour ça, il y a le bouquin Team Topologist qui en parle bien et qui explique un peu comment tu peux faire ces plans de découpe entre les équipes. Ils appellent ça découper le monolithe. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment comment tu peux structurer quelque chose et confier des responsabilités qui sont un peu homogènes au sein des équipes et qu'elles ne doivent pas faire un grand écart technologique ou même métier fonctionnel pour pouvoir fonctionner. OK? Est-ce qu'il y a d'autres idées d'amélioration? Mais oui, effectivement, on se retrouve très vite à se dire que bah, les A1, A2 et Y1 devraient être regroupés et intégrés. Et donc, plutôt que de leur confier des fonctionnalités développées, on va leur confier un périmètre un peu plus business. Donc, on commence à se dire que bah, ces gens-là, ils vont bouger vers le B3. C'était un peu le palier. Parce que enfin, en gros, il faut imaginer aussi que les sauts que vous faites faire à une organisation, ça peut paraître très simple sur la carte, mais il faut imaginer que, bah, par exemple, dans le cas des PO, j'ai précisé, ils ont un contrat avec des nombres de jours de congé et des astreintes et une certaine forme de participation. Les A1 n'ont pas la même forme de rémunération, la même forme de congé que les A2, parce qu'il y a des contrats qui sont signés pour la DSI et d'autres qui sont signés pour la partie commerce. Donc, vous avez ces changements-là qui sont à mettre en place. Et donc, ça, encore une fois, bah, c'est des choses qu'il faut imaginer. Et donc, on peut pas faire des changements, dire, oh, bah, tiens, on va mettre tout le monde en C3 et puis demain, on a fini. Ça, c'est illusoire et c'est complètement, voilà, déjà, il faut se poser la question, est-ce que c'est pertinent d'avoir ça? Et du coup, est-ce qu'on est en capacité de le faire? Et vous progresserez plutôt de mon expérience, on progresse plutôt en disant on avance d'une case et voilà, on était parti sur cette logique-là. Donc oui, effectivement, un des trucs, c'est-à-dire bah, on prend les gens qui sont PO
et on prend les équipes, on leur confie des responsabilités, donc on réalloue un certain nombre de choses pour pouvoir leur confier des responsabilités qui sont plutôt business. Donc, de leur confier des choses à faire, on leur confie des problématiques et on associe des testeurs dans les équipes pour qu'elles soient pluridisciplinaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Et donc, du coup, nos chefs de projet, parce qu'ils n'avaient pas bougé, mais oui, j'avais entendu, toi, tu disais, Laurent, aller rapprocher un peu des problématiques, d'en faire des gens qui sont un peu plus proches des contraintes ou des connaissances Bah, business, c'est ça? le premier problème que tu nous as soulevé, c'est que entre le business owner, ce qu'elle avait exprimé et ce qu'ils ont reçu à la fin comme solution, c'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Donc là, Ouais. entre les deux, il y a évidemment un lien qui manque, quoi. Enfin, Ouais, il y a trop de gap, ouais, clairement. C'était un des postulats et l'idée c'était de dire, bah, en fait, on va faire en sorte de remonter les personnes qui étaient plutôt en mode euh, chef de projet, directeur de programme et de les faire bosser, de les raccrocher aux clients. On avait des gens qui étaient directeurs de programme qui n'avaient jamais vu un client de leur vie, hein, qui n'étaient jamais allés. Donc, du coup, là, ça pose quand même des questions parce que, du coup, la traduction des besoins, bah, elle passe par tous les biais cognitifs qu'on peut imaginer. Donc, ce qu'on a fait, c'était de dire, bah, tiens, on va passer les gens de B1 à C1, c'est-à-dire qu'on va les remonter pour qu'ils aient plus de grip au niveau du client et qui même eux puissent aller challenger les business owners en disant bah toi tu penses ça parce que tu as été voir les partenaires et moi quand j'ai été la semaine dernière avec des clients bah du coup ils n'ont pas exprimé la même chose. C'est un peu ce qu'on voulait aussi, c'est que les gens aient une meilleure connaissance pour pouvoir peut-être même challenger les besoins parce qu'on avait eu mon client avait eu des cas où il y avait eu des besoins qui avaient été exprimés et à la fin, ce qui avait été livré correspondait pas aux besoins. Et il y avait eu des besoins qui avaient été exprimés, qui avaient été livrés et le taux d'utilisation il était catastrophique. Genre, ils avaient utilisé 50 fois le produit pour un truc, un usage normal, on était plutôt en dizaines de milliers. Donc, quand vous avez ça, vous dites, bah, finalement, quelque part, il y a un truc qui a été loupé dans la connaissance du client et parfois, on a un peu ce biais-là en disant, oui, mais cette personne-là, ça fait 20 ans qu'elle fait ça, elle dit, ouais, je connais le marché. Bah oui, mais des fois, c'est pas suffisant, et du coup, il y a peut-être besoin d'avoir ce challenge qui avait été fait. Donc ouais, la copie, l'évolution qui était plutôt proposée, c'était un peu ça, c'était de dire, hein, donc on voit un peu le changement, c'est de dire, bah, en rouge, c'est un peu les ajustements qu'on faisait, c'est de dire, bah, effectivement, les chefs de projet, directeurs de programme, on les mettait en tant que, enfin, on les remettait un peu plus proches du métier. On disait, voilà, ça ressemble à un job de product manager parce que les personnes sont, voilà, ils sont plus proches du business, mais du coup, ça voulait dire qu'ils devaient se former, ils devaient adopter une posture qui était complètement différente, c'est-à-dire dis-moi c'est quoi ton besoin et je te le traduis. Ah, bah, je vais voir les clients, je vais découvrir ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. Pour certaines personnes, c'est un changement assez important. Et puis après, c'était pour la partie test, PO et équipe. C'est de dire, bah, OK, on vous met dans des trucs, hein, on vous met dans des équipes, on vous rapproche, mais ça veut dire rapprocher physiquement. Donc, il a fallu déménager les personnes, les installer à leur bureau. Il y en avait qui étaient bien contents de ne pas être avec les équipes. Voilà, c'était des gens qui étaient vraiment en disant, non, mais moi, j'ai pas envie d'aller dans les équipes. Moi, je suis très bien avec mon groupe de PO. Donc, vous savez, ces logiques-là, il faut pouvoir intervenir là-dessus, changer les managers, parce que les gens qui étaient managers des équipes de PO, du coup, ils étaient reversés dans les équipes, changer de contrat. Donc, vous imaginez cette logique de changement. Mais encore une fois, l'idée d'avoir cette carte, ça, ce que ça a permis, c'est d'avoir cette lecture et cette visualisation, de pouvoir partager ensemble, donc avec le collectif, c'est de pouvoir se dire, OK, on a cette capacité ensemble à partager des éléments qui nous permettent de dire, OK, c'est vers ça qu'on veut aller. Et voilà, maintenant, est-ce qu'on peut y travailler ensemble? Est-ce qu'on peut, maintenant qu'on a la copie, qu'est-ce qu'on doit faire et quel plan d'action on doit établir? il y a, euh, Vas-y. ouais, reste là. Il y a une question, c'est histoire de, comment dire, de bien comprendre la grille. C'est Adrien, ouais, Adrien qui posait la question. En fait, là, tu l'as mis dans B3, mais finalement, ton équipe, elle n'est pas complètement autonome parce qu'elle nécessiterait d'avoir de l'UX designer et de l'archi au sein de son Ouais, équipe. Donc, est-ce que ouais, ça je serait pas suis. plus de B2 que B3?
C'est possible, ouais, ouais, clairement. Et je pense que l'équipe, le souhait, c'était peut-être de passer B3, mais la vérité, ce sera plus dans une équipe B2. Ouais, effectivement, c'est une bonne remarque. Et je pense que la transfo, en vérité, elle passe de A1, A2, Y1 vers un B2, qui après peut-être potentiellement deviendra un B3. euh, à ajuster après avec l'organisation qui sera mise en place. Ok. Donc oui, oui, tout à fait, bonne remarque, effectivement. Et encore une fois, c'est des paliers. On y a réfléchi et du coup, on se dit, bah, est-ce que c'est important? Il y a des gens, par exemple, on a décidé de pas les bouger. UX designer et architecte, on s'est dit que pour l'instant, c'était pas forcément nécessaire de les changer de parce que, voilà, en fait, quand vous faites ce changement-là, il y a beaucoup de gens qui sont impactés et du coup, ça fait beaucoup de bruit et encore une fois, une organisation, elle est capable d'encaisser un certain nombre de changements, mais pas au bout d'un certain temps, les gens ils disent ouais, mais en fait, on aimerait bien que ce soit pas tout le temps les mêmes qui changent. Donc, du coup, vous avez aussi cette logique de dire bah, est-ce qu'on a besoin forcément que ce soit changé tout de suite ou est-ce qu'on peut le faire par palier et dire ok, on commence par les équipes et puis après on verra. Est-ce qu'on a besoin de changer est-ce qu'on a besoin de faire un changement dans les équipes d'archi, dans les équipes de UX? Est-ce que ça nous apportera quelque chose de plus? Et ça, c'est quelque chose, on s'est volontairement dit, bon, bah, pour l'instant, on va laisser ces équipes-là parce qu'en fait, on pense que ça fera déjà suffisamment à faire en termes de conduite du changement et d'animation pour pouvoir retrouver un peu de sérénité dans ce qu'on veut faire, quoi. Voilà, donc moi en fait ce que je peux vous dire de mon expérience après avoir utilisé un peu les choses, donc je vous l'ai dit, moi ça a été un outil qui m'a vraiment bien aidé pour visualiser et partager ensemble l'orga, les obstacles, échanger autour d'une copie commune avec des personnes qui étaient contentes de pouvoir avoir cet outil-là et de se dire ah bah oui bah tiens on peut voir un peu ça pourrait, à ce à quoi ça pourrait ressembler, de déduire bah, après des actions concrètes d'amélioration. Alors, Octopology, c'est pas la méthode pour dire, OK, bah, vous allez passer de là à là. C'est plutôt, bah, voilà, on veut y passer et il n'y a pas de manuel d'utilisation pour dire, bah, vous passez de A à 0 pour passer de là à là, il faut faire ça, 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 ça. C'est plutôt vous qui dites, bah, OK, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et ça, c'est quelque chose qui se fait de manière assez un peu itérative. C'est-à-dire que l'idée, c'est ce qu'on faisait, c'est tous les 3 mois, on faisait la rétro de l'organisation. C'est-à-dire qu'on se posait devant cette carte et on posait la question aux équipes, bah voilà, est-ce qu'il y a des sujets d'insatisfaction? Est-ce qu'on n'a pas créé, en faisant ces mouvements-là, est-ce qu'on n'a pas créé des problèmes? Enfin, on a peut-être résolu des problèmes, donc du coup, dites-nous lesquels on a résolu, mais peut-être que quand on fait ces changements-là, sans le vouloir, on crée des problématiques. Parce que quand vous faites ce genre de choses, de design, vous n'êtes pas sûr que la copie, elle soit pertinente. C'est un peu comme quand vous lancez un produit bah, bien malin si vous pouvez dire que votre truc sera parfait. Donc, on faisait la rétro de l'orga, on se dit, bah, tiens, voilà, est-ce qu'on n'a pas créé une nouvelle problématique en voulant bien faire, entre guillemets? Est-ce qu'on n'a pas alourdi la charge de certaines équipes ou est-ce qu'on n'a pas désorganisé? Voilà, il y avait cette chose-là et donc ça se faisait de façon un peu itérative. Donc, vous avez ces actions qui naissaient notamment de ces rétros de l'organisation. Et l'idée, c'est aussi pouvoir mesurer les programmes. Donc, ben, on est passé de là à là. Ah, on a fait ce changement-là. OK, du coup, bah, qu'est-ce que ça dit pour notre organisation? Est-ce que c'est plus efficace? Et la rétro de l'orga est aussi un moyen de mesurer un peu aussi la satisfaction des équipes et bah, ce qu'elles ont envoyé en disant, bah, ouais, c'est vrai que c'est quand même plus cool de passer du mode exécutant au mode, bah ouais, je peux travailler sur des problématiques et je sens que j'ai un peu plus mon mot à dire sur le sujet. Par contre, ouais, c'est compliqué. Voilà, faut qu'on intègre des choses. On a plein de formations à faire. On doit faire un transfert de compétences entre l'équipe A et B. Voilà, vous aviez toutes ces choses-là qui sortaient. Donc voilà, il fallait travailler là-dessus. Voilà, en tous les cas, moi, c'est vraiment ça que ça m'a permis de faire et je vous encourage à utiliser cet outil-là parce que je le trouve adapté pour faire ce genre de choses. Et encore une fois, il y a pas mal de monde qui m'a dit, mais en fait, c'est pas mal ton truc parce que du coup, ça nous a permis de réfléchir et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient ces problématiques-là, mais qui n'avaient pas forcément les outils pour y répondre et qui étaient bien contents que on puisse arriver avec ce type d'outillage à la main.
Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Si vous voulez aller plus loin, bah, vous pouvez aller sur Octopolity, vous pouvez télécharger la carte. Si vous voulez en savoir plus sur le modèle, il y a une petite vidéo YouTube. Et si vous voulez en savoir plus sur Octopolity, eh ben, sachez que on organise une session en juin. Donc, j'interviendrai avec Roland, donc avec le fondateur. Ce sera en français, parce que Roland, il parle très très bien français. Et donc, c'est organisé par Laurent. Et du coup, on essaiera de revoir tout ça. Et ça vous permettra aussi de modéliser votre structure organisationnelle. Donc, où est-ce que vous en êtes vous? Et où est-ce que vous pourriez aller? Et donc, du coup, pendant cette session de 2 jours, plutôt que de parler de cas fictifs, on parle de votre orga. Et on vous aide à modéliser votre orga et du coup à proposer des pistes d'amélioration, des choix voilà, y réfléchir ensemble comment est structurée votre orga actuelle et comment vous pourriez la faire cranter. Voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas si vous Cool. avez des questions. Merci. Merci Thomas. Ouais, est-ce qu'il y en a qui se projettent déjà dans leur organisation en venant avec la grille pour essayer de, de, de se savoir où on en est, hein, parce que c'est le Google Maps de l'orga. Ouais, c'est ça. Il y Vous en êtes ici. il y en a qui se projettent là ou pas? Merci, c'était effectivement super clair et merci pour cette intro parce que je connaissais pas du tout. Moi, les deux premières réactions, c'est que tout à l'heure, on disait, on part des besoins business, on fait un choix sur le but organisationnel et on en déduit le design organisationnel. Et là, avec ce que tu nous partages, on voit que déjà, rien que de visualiser où on en est aujourd'hui et de voir où ça pique, et bah, ça peut permettre peut-être de manière remontante de re-questionner, de dire bah, si ça pique, c'est tu vois, d'où ça vient, si on devait le corriger, mais dans quel but, et limite cette visualisation de l'instant T pourrait peut-être déjà permettre d'aller reposer les bonnes questions sur ben, en quoi ça sert le business et vers quelle Mm. cible on voudrait aller. Donc ça déjà pour ça, moi je trouve ça super intéressant. Et l'autre point que ça m'a fait popper, c'est que indépendamment du sujet organisationnel qui compte, pas de souci là-dessus, je trouve ça aussi intéressant de se dire, parce qu'on visualise mieux comment on est organisé aujourd'hui et où ça pique, peut-être qu'aussi on peut redonner du sens à certaines des pratiques qu'on a déjà en place ou qu'on a peut-être délaissées ou qu'on n'a pas encore expérimentées, pour peut-être aussi apporter d'autres réponses. Tu vois, par exemple, là, on disait qu'il y avait un écart entre le business, le PO, les équipes, etc. Bah, rien que déjà de fait de questionner à quelle fréquence ils partagent, ils se voient, ils se questionnent, ils démontrent des choses et tout, rien que le fait de questionner ces pratiques-là, avant même de parler d'organisation, je trouve ça Mm. aussi intéressant. Ouais, clairement. C'est un peu le truc de dire, ah bah en fait, mon organisation, je l'avais designé pour faire ça, ça, ça. Je voulais un truc hyper performant qui accélère la rapidité. En fait, de designer une organisation, en fait, c'est une Jeep. Ah ouais, elle est tout terrain, mais elle va certainement pas, elle est certainement pas conçue pour faire de la vitesse. Bah ouais, mais c'est un peu ça que vous avez aujourd'hui. Donc là, c'est la métaphore du véhicule, elle est quand même assez pertinente. C'est de dire, bah pourquoi vous avez designé une orga comme ça et du coup, est-ce que c'est raccord avec ce que vous vouliez à la base? Vous attendiez à ça? Voilà. Et ouais, c'est un peu, ouais, c'est assez marrant. Des fois, tu as des gros écarts entre le but avéré ou avoué de l'organisation et la structure qui en découle. Voilà. Il y a quelques questions dans le chat. Adrien qui se pose la question de la mesure des progrès. Donc, il dit qu'il faut d'autres indicateurs que les translations de cases, mais je pense que c'est tacite. Ouais, effectivement, ouais, c'est ça. C'est là, quand on engage ce genre de sujet, en plus, je peux vous dire que c'est des sujets qui sont suivis. En France, il y a le CHSCT, il y a des choses comme ça. Donc, ouais, on va être clair. Si vous dites juste, on a passé d'une case à une autre, oui, là, c'est clair que vous n'allez pas être accueilli avec des médailles. Non, en fait, il y a vraiment cette logique de, OK, enfin, on pense que si on fait ça, et encore une fois, hein, il n'y a pas de
de certitude. On pense que si on fait ça, ça va améliorer ça. Et en fait, vous pouvez re-questionner le truc, c'est-à-dire, OK, vous avez designé votre organisation pour faire ça. Aujourd'hui, vous avez ça. Est-ce que vous en êtes content ou pas? Non. OK. Donc, si on redesign, est-ce qu'on se rapproche de ce vers quoi on veut? Alors, ça peut être, bah, on veut plus de sécurité, on veut plus de rapidité, mais il faut que les personnes qui sont aux commandes vous disent bah, ce qu'elles en attendent de cette organisation. Bah, moi, je veux plus de collaboration, ou je veux plus de livraison, ou je veux plus de rapidité. Mais il faut qu'ils le posent. Après, on dit, OK, bah, si on fait ça, du coup, ton critère de succès, il est déterminé par les parties prenantes qui te mandatent ou qui te missionnent, quoi, clairement. Il y a une autre question, enfin une autre, c'est pas une question. Donc Cyril, c'est dur de prendre conscience du positionnement de son orga actuel et du chemin à parcourir pour lever un certain nombre de freins. Mais finalement, est-ce que c'est pas le but de cette grille-là de prendre conscience déjà? Ouais. Et puis après, encore une fois, hein, on va se poser des questions, et alors bien sûr, on pourrait dire, ah, on va tous en C3, on est tous en mode produit, mais en fait, non. En fait, il y a des fois où on se dit, bah non, mais nous, ça nous va très bien d'être comme ça. Et il y a des choix où tu diras, le choix, c'est de ne pas en faire, on n'avance pas, on reste là parce qu'on est bien. Et cette équipe-là, elle fonctionne très bien comme ça, et on n'a pas besoin d'aller la mettre plus collaboratif ou plus produit. L'objectif, c'est pas de transformer tout le monde en product manager. Il y a des organisations, il y a des équipes qui ont besoin d'avoir plus de connaissances des enjeux clients parce qu'elles ont besoin, euh, voilà, parce que c'est justifié. Et il y en a d'autres, bon, bah, c'est pas du tout leur cas. Et encore une fois, on pourrait se dire, bah non, mais en fait, là, l'équipe est très bien et on la bouge pas parce que c'est efficace comme ça. Donc c'est pas le modèle, il faut que tout le monde fasse du product management. Ouais, la cible, hein, c'est pas C3 pour tout le monde, hein. Ouais, c'est clair. C'est assez Et- important parce que de le dire et de le Ouais, répéter parce que dans l'agilité, on a quand même cette cible en tête de manière un peu systématique et en se ouais, disant quand on n'y arrive pas, bah, soit qu'on n'a pas les leviers pour y arriver, soit que le middle management freine, ou enfin il y a toujours des raisons, mais quelquefois c'est juste la bonne solution que ouais, de c'est pas. de ne rien faire, ouais. Ouais, parce que tu l'as dit, Thomas, au début, le modèle de Galbraith, enfin, il y a d'autres modèles, hein, mais c'était toujours la même idée. C'est que le point d'entrée, ça reste la stratégie. Et quelle capacité d'entreprise ou d'organisation on veut développer. Et pour y arriver, bah, il y a des structures adaptées et d'autres qui ne le sont pas, quoi. Donc c'est intéressant d'avoir cette grille de lecture sans se dire c'est forcément en haut à droite la cible. Voilà. Ouais, clairement. Et ça se décline même dans les outils. C'est-à-dire que j'avais pas, enfin, pour donner un exemple, une équipe de support disait, ah, on est noyé. Donc, ils étaient un peu en mode, donc eux, ils avaient un mode vraiment, tâche, équipe, concentrée sur quelques fonctionnalités. Et donc, ils avaient plein d'outils de communication et maintenant, on est noyé sur les outils de communication. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a restreint volontairement les codes et on s'est dit, on va mettre ces gens derrière un outil de ticketing parce que ces gens-là sont plus efficaces que s'ils reçoivent des chats, des pop-up, des notifications par Slack et des gens qui viennent les déranger en permanence. Parce qu'en fait, on s'est dit qu'on va aller donner tous ces outils-là de communication parce que ça a l'air comme ça d'être une bonne idée. Sauf qu'en fait, ça leur pourrissait la vie et donc ils ont dit, bah non, mais nous, ce qu'on veut, on garde notre Slack en interne pour échanger entre nous et on met un outil en face de front office avec des tickets et ça nous rend efficace. Et donc, on a limité la collaboration de cette équipe-là et la logique de venez nous déranger quand vous voulez. Bah non, en fait, ça marche pas parce que du coup, l'équipe était pas efficace. Et donc, on a dû restreindre ça et limiter les coms pour justement la rendre plus efficace. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Crois que j'ai fait le tour. J'ai évidemment passé la remarque d'Alfred qui se demandait si les noms étaient inscrits dans la convention Syntec ou pas. Vous êtes C0 ou C1. C'est- Donc, bah, s'il y a pas, il y a d'autres questions ou pas? Non. Cool. Bah, c'était très chouette de t'avoir, Thomas. Bah, Ta merci à vous. présentation, elle est très claire, très limpide, donc c'est top. Donc encore une fois, si vous voulez bah, expérimenter avant de vous jeter à l'eau dans votre organisation et
faire les armes, on va dire, dans un contexte adapté. Donc, il y a la formation en juin à Paris. On sera ravis de vous accueillir. Et puis, bah, sinon, d'ici là, amusez-vous bien.